Bonsoir, bonjour, chers compatriotes, chères sœurs, chers frères, Camerounaises, Camerounais, chers Africains. Bonsoir une fois de plus et bienvenue à cette émission, le grand débat, mais qui aujourd'hui aurait pu s'appeler, intitulé l'invité surprise, car aujourd'hui nous avons une invitée de marque qui doit venir un peu nous donner son avis sur les dernières le dernier euh, déroulé de l'élection présidentielle au Cameroun, car nous sommes rentrés en campagne électorale proprement dite depuis ce samedi, voilà, où les 12 candidats devront s'employer pour démontrer au peuple camerounais que chacun mérite d'aller à Etoudi. D'aller à Etoudi pour remplacer celui qui est là depuis 43 ans. Donc, les débats vont être très intéressants, les débats vont être animés, les débats vont être passionnés et chaque Camerounais devrait pouvoir juger très objectivement quel est son intérêt dans cette élection. L'intérêt de continuer dans ce statu quo ou alors celui de devoir voir autre chose, avoir une autre façon de diriger un pays, c'est-à-dire un autre régime, ce qu'on appelle la Troisième République. La Troisième République, parce que le Cameroun n'a connu et n'a connu que deux présidents en plus de 60 ans d'indépendance, c'est très peu, c'est très peu. Mais est-ce que ce record, qui est le seul en Afrique, qui est le seul au monde, un pays dirigé depuis plus de 60 ans uniquement par deux individus. Est-ce que ce record va être conservé, prolongé, pour qu'il ne soit jamais égalé? C'est tout l'enjeu de cette élection présidentielle, entre autres. Et nous devons donc, nous, les citoyennes camerounais, nous, les gens de la société civile, nous, les hommes politiques, nous, les leaders d'opinion, nous devons pouvoir débattre pour passer la voie, la ligne directrice, celle qui permettra à chaque électeur, à chaque Camerounais de pouvoir choisir en âme et conscience son candidat, faire le bon choix. Le bon choix, c'est ce qui nous anime. Et c'est pour cette raison que aujourd'hui, de cette émission, nous invitons une invitée de surprise, mais qui a, vous savez, c'est aussi ça les difficultés de notre pays, tous les problèmes du monde à pouvoir se connecter. Mais elle s'y emploie et elle va être des nôtres d'un moment à l'autre. Elle va être des nôtres d'un moment à l'autre. Mais, qu'à cela ne tienne, nous avons de quoi débattre. Et pour cela, je vais faire monter un jeune Camerounais, un jeune homme politique qui veut voir le pays changer, qui est prêt à tout pour ne plus connaître la misère, pour sortir sa région de la misère abyssale dans laquelle se noient des millions de Camerounais. Ce jeune était avec nous hier et il nous a expliqué les raisons pour lesquelles il se bat pour le changement. Ce jeune qui est docteur en sciences, mais qui a à peine à manger 2 fois par jour, a de la peine à nourrir sa progéniture. Et il veut voir le Cameroun autrement. Il veut un Cameroun nouveau, un Cameroun plein d'espoir, un Cameroun plein de dynamisme. Et c'est pour ça qu'il a choisi de militer pour un parti qui est son parti, et il défend les couleurs de ce parti. Et ce parti a le vent en poupe. Mais est-ce que ce parti va pouvoir assurer le 12 octobre? C'est aussi l'enjeu de cette élection présidentielle. Savoir si le parti de Dr Sanda Ebri va briguer la magistrature suprême, va finalement accéder au trône.
Docteur Sanda Ebri est membre du FSNC de M. Issa Thierry Bakari, ex-ministre de M. Paul Biya, qui a décidé de prendre sa liberté et d'aller se confronter à cette épreuve difficile, une épreuve que personne n'a jamais réussi à remporter depuis l'avènement du multipartisme et de l'élection présidentielle au Cameroun. Docteur Sanda Ebri, bonsoir, bienvenue une fois de plus sur le plateau de ABTV, qui est là pour vous entretenir sur ce qu'il faut faire pour voir un Cameroun nouveau, un Cameroun vertueux, un Cameroun qui favorise l'excellence, la compétence et non le népotisme, la prévarication et la reproduction de semblables. Alors, bonsoir, docteur Sanda. Oui, bonsoir, cher professeur. Et bonsoir à notre particulier, à tous les militants de notre formation politique, le FSNC, et sans toutefois également oublier notre président national, son Excellence Issa Chiroma Bakari. Comme vous venez de le dire, je suis docteur spécialisé en agroécologie, donc en agronomie et écologie. En cela s'ajoute également une apprentissage, essayer de mettre à la disposition, essayer de mettre la politique et la science fondamentale. Parce que, voyez-vous, les politiciens, le plus souvent, ils n'ont pas de connaissances fondamentales. Il faut donc cette connaissance scientifique qui viendra ajouter un plus sur la vision politique. Et les deux vont de pair et ceci permettra donc qu'on ait le Cameroun dont nous souhaitons tant. Que cela ne tienne, je me suis donc dit que non, il faut que je m'y engage aussi dans le domaine de la politique et apporter ma modeste contribution et surtout apprendre. Merci, professeur, pour le moment, pour la présentation. Très bien. Très bien. Nous avons un guest. Nous avons un guest, la maman Odile Yogo, que vous connaissez tous et toutes, et qui a encore des difficultés à se connecter, mais elle va le faire. Elle va le faire et elle va venir nous donner son avis sur la marche à suivre, les directives pour pouvoir aboutir au changement de régime dans ce pays. Or, le changement de régime passe par un certain nombre de préalables. On a parlé d'une union sacrée, d'une coalition entre candidats, coalition qui n'a pas pu se faire jusque-là et qui certainement ne se fera pas. On a parlé d'une mutualisation des efforts, dont on ne voit pas les prémices, et ce, depuis au moins 2018, c'est-à-dire la précédente élection. On a parlé de devoir sécuriser les votes, de devoir avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. Et il y en a 3100, si je ne m'abuse. Est-ce qu'on va y arriver? C'est tout le challenge. Quelle est la dynamique des partis de l'opposition? Quels sont les partis d'opposition qui montent en puissance? Quels sont ceux qui sont véritablement pour le changement? Quels sont les partis d'opposition qui sont plus des proposants qu'autre chose, qui roulent pour le système en place? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser et nous avons l'obligation d'en parler et d'en discuter. Nous avons l'obligation d'éduquer les populations à pouvoir comprendre exactement
les enjeux de cette élection. Les enjeux de l'élection, c'est quoi? Les enjeux de cette élection, c'est sortir le Cameroun de la misère. Permettre à ce que chaque Camerounais puisse vivre décemment dans ce pays. Éviter le supplice que les Camerounais ont à vivre au quotidien dans des villes qui ressemblent plutôt à des cratères, à des champs de ruines où des bombes sont passées par là. Quand on voit la ville de Douala, quand on voit le réseau routier, quand on voit la circulation, quand on voit la difficulté de partir d'un point à un autre, on doit se poser la question. Comment on en est arrivé à ça? Avec tous ces milliards qui sont brassés au quotidien depuis tant d'années, avec tous ces détournements de fonds faits par des autorités qui n'ont peur de rien. Comment peut-on imaginer que le Cameroun, qui fut l'un des pays les plus prospères en 1982, le Cameroun qui était la locomotive de l'Afrique centrale, le Cameroun qui était l'un des pays les plus dynamiques en Afrique subsaharienne, le Cameroun qui avait autant d'entreprises nationales, le Cameroun qui avait une compagnie aérienne qui était un fleuron dans l'espace aérien africain, mais qui n'a plus rien de tout ça. Et ce, de manière dynamique, on a vu l'économie camerounaise s'enfoncer. On a vu les entreprises camerounaises déposer le bilan. Et on a vu prospérer au Cameroun des entreprises étrangères qui font des revenus au Cameroun supérieurs à leurs revenus dans leur pays d'origine. Je prends l'exemple d'Orange. Toute proportion gardée, en rapport avec le PIB des pays, Orange fait plus de bénéfices au Cameroun qu'en France. Comment pouvons-nous nous développer dans ces conditions? Quand le Cameroun ne produit plus rien, le Cameroun exporte tout. Le Cameroun n'est plus capable d'offrir à sa population le minimum vital. Mais on nous dit que l'homme qui conduit le bateau Cameroun, qui est absent, qui, sur le plan physiologique, n'a plus les capacités de pouvoir gérer même sa propre famille. Car quand on a 93 ans, qu'on porte des couches, donc c'est-à-dire qu'on a une incontinence urinaire, une incontinence digestive, c'est-à-dire fécale, il n'est pas possible de ne pas avoir une incontinence cognitive. L'incontinence cognitive, c'est quoi? C'est des troubles de la fonction supérieure. Réfléchir, la mémoire, mémoriser, discerner, ce n'est plus possible. On est forcément atteint des maladies dégénératives, dont la maladie d'Alzheimer. Et on a vu le président du Cameroun, il y a quelques années, à un congrès ou à une conférence, un sommet États-Unis-Afrique, on l'a vu être complètement désorienté. Il avait ce qu'on appelle une désorientation temporo-spatiale, qui est l'un des signes de la maladie d'Alzheimer. Et ça, c'était il y a peut-être 3-4 ans. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on a affaire à un chef d'État qui peut redresser la barre. On parle maintenant du septennat de grande espérance. Quel espoir, quel espoir. Un régime qui a failli, qui est défaillant, qui ne peut plus rien, peut apporter à la nation camerounaise, peuple camerounais. Je tiens à vous dire une chose. Même le diable prend d'abord.
Même le diable, on prend d'abord, car personne ne peut être pire que M. Paul Biya. Personne ne peut être pire que le régime actuel. Et faisons attention à tous ces leaders d'opinion qui, subitement, se retrouvent à espérer de voir un régime qui les a eux-mêmes frappés, qui les a engloutis, les voir vous demander de faire comme eux. Tiens, il y a quelqu'un qui, en 2018, nous avait dit faites comme moi, car il m'a tout donné. Et celui-là est le grand ami d'un autre qui, il y a encore quelques semaines, nous disait Paul Biya, ce n'est pas possible, il ne peut pas gagner. Et il est incapable de diriger. Je veux parler du docteur David Eboutou, qui aujourd'hui dit qu'il va voter pour Paul Biya. Pourquoi? La raison qu'il nous donne, c'est que l'opposition n'a pas pu s'unir, est incapable de trouver un leader. Bon Dieu, si je comprends bien, le bilan de Paul Biya, il est finalement plus acceptable que le manque d'union sacrée d'une opposition où, comme je dis encore, chaque être humain a le droit de rêver d'être président d'une république. Est-ce un crime? Non. Est-ce un atout? Oui, d'avoir une coalition. C'est un atout. Mais est-ce un crime? Je dis non. Comment peut-on entendre des personnes sur qui on a compté, des leaders d'opinion? Des leaders d'opinion, il y en a partout dans le monde entier. Dans chaque société, il y a des leaders d'opinion. Quand les leaders d'opinion d'un pays finissent par se planquer, par se dédire, par se contredire, nous avons le droit d'être inquiets. Et quand on entend David Eboutou, nous devons être inquiets. Quand on entend une dame qui a connu un drame, Vanessa Tchatchou, qui est aujourd'hui avocate, quand on l'entend, à la limite, faire la promotion de son bourreau, qui est l'État camerounais. Ah oui, si on a volé son enfant, son bébé, c'est l'État qui est responsable. Et l'État, c'est d'abord Paul Biya. Vanessa Tchatchou semble préférer son bourreau, Paul Biya, à quelqu'un qui, oui, a été porte-parole. Oui, a joué un rôle dont on ne peut pas être fier, mais qui était un maillon de la chaîne. Le maillon de la chaîne n'est pas la chaîne, c'est un maillon. Et on dit dans la vie, seuls les imbéciles ne changent pas. Est-ce que M. Sachiro a changé? Nous voulons bien le croire. Mais on ne juge un maçon qu'au pied du mur. Attendons voir. Mais il est inadmissible que les leaders camerounais, avocats, politistes, hommes politiques, s'accommodent de ce qui est incommodant, de ce qui est inadmissible, c'est-à-dire le bilan de M. Paul Biya. Et c'est pour cette raison que nous sommes là. C'est pour ça que nous nous entretenons. C'est pour ça que ABTV donne la parole à des personnes qui ont gardé le cap, qui ont une certaine probité morale, qui pensent à la nation, qui pensent au peuple, qui pensent surtout à ceux qui souffrent. Car nous avons un peu de chance. Mais ce n'est pas parce que nous sommes un peu mieux lotis que nous devons abandonner les laisser pour compte. Et il y a une personne qui mieux que la mama, la mère du Cameroun, de venir porter la bonne parole pour que des personnes souffrantes, des personnes incapables de se soigner, les personnes incapables de s'éduquer, les personnes incapables d'avoir une lueur d'espoir pour un lendemain meilleur, qui mieux qu'elle pour venir leur dire, nous sommes avec vous, nous vous soutenons, nous allons vous accompagner. Ensemble, nous allons réussir. Et c'est pour ça que je vous demande d'accueillir la mama, Madame Odile Yogo, qui est
notre invité surprise aujourd'hui, qui vient partager avec nous sa vision de cette élection présidentielle. Ce que nous devons faire pour pouvoir passer à une autre république que celle que nous avons depuis 43 ans. Alors, Madame Odile Yogo, la maman, you have the floor. Bonsoir. On t'écoute, la maman. Madame Odile Yogo a pas mal de problèmes techniques aujourd'hui de connexion. Pas mal de problèmes techniques, mais je pense qu'avec le temps, elle va réussir à trouver le changement. Donc, alors, le temps que la maman ne se reconnecte, Sanda, je voudrais un peu vous interroger sur le sujet que j'ai abordé là tout à l'heure. Et on va voir un peu à un écran les déclarations de Vanessa Tchatchoum. C'est elle qui parle ici. Les Camerounais, votez un vieux menteur qui a couvert le vol de mon bébé. Oui. Tous les jours, notre pays déçoit aux yeux du monde. Sortez le bilan de Chiroma avant de l'envoyer à Etoudi. Vous avez dit ce pays tue les jeunes, mais vous êtes les premiers à envoyer un autre vieillard mourir au trône. Vous voulez vous venger du président Biya, mais je doute et je crains que Chiroma ne soit à la hauteur de le 12 octobre au soir. Bon, donc ça, c'est l'avis de Prince Tchatchoum. Moi, je me pose la question de savoir si elle a dit quelque chose à propos du patron d'Issa Chiroma de l'époque, puisqu'il n'est plus au gouvernement. Est-ce qu'elle a dit quelque chose à propos de Paul Biya? Est-ce que M. Issa Chiroma, incontestablement, oui, Dr. Sanda. Oui, professeur. Oui, on vous écoute. J'ai vraiment lu cette, comment dirais-je, ces communiqués avec beaucoup d'intérêt. Et d'ailleurs, ce n'est pas un communiqué qui date d'aujourd'hui. Ça fait pratiquement 2 ou 3 semaines. À un moment donné, il y a peut-être une chaîne concurrente dont je ne vais pas citer le nom, sinon, entre guillemets, Africa Inform. Il a souligné que non, ça, en réalité, c'est une sorte de manipulation. C'est ce qu'il avait dit. Voici d'ailleurs, mise en point essentiel en période de vérité. Bon, en effet, cette période cruciale d'élection présidentielle où les Camerounais aspirent, vous voyez, ça, c'est sur sa page. Par contre, il y a encore d'autres informations. Subitement, moi, je me dis que c'est une forme de manipulation. En fait, les gens cherchent maintenant à étouffer le candidat Issa Chiroma, qui d'ailleurs, aux yeux des autres, qui se présente que comme cet espoir de changement que tout le peuple camerounais a locomoteur. Il faut donc chercher les anciens éléments pour attribuer, pour essayer de détourner l'esprit des gens. Moi, que non, ne nous éloignons pas de l'essentiel. L'essentiel, c'est le changement. Je pense bien, l'autre page ou alors d'autres pages viendront après. Sinon, d'ailleurs, en ce qui concerne même cette situation, est-ce que
le cas actuel qui est en cours, qui jusqu'aux dates d'aujourd'hui n'a pas d'assassinat de Martinez Zogo, est-ce que la famille a porté plainte contre l'actuel ministre des Communications? Non. Et pourquoi s'acharner alors contre Issa Chiroma? Ça, c'est pour nous détourner, en fait. Est-ce que, d'ailleurs, ce qu'il faut même d'abord retenir encore à ce niveau, c'est que nous tous, on sait comment ça fonctionne ici. C'est que le fonctionnement de notre pays, c'est que dans la plupart des cas, quand vous êtes ministre, surtout ministre des Communications, mais on vous donne les lignes de conduite. Ce n'est pas... Souvent, c'est comme si on vous force pour dire certaines choses. Et d'ailleurs, est-ce que c'est M. Issa Chiroma à son époque qui a mené les enquêtes? Est-ce que c'est lui qui détenait le dossier de la disparition du bébé de la dame Vanessa? Non. Est-ce que c'est lui qui fut le juge? Non. Et pourquoi s'acharner contre lui? Pourquoi s'acharner contre lui? Est-ce qu'elle ne sait pas que, en tant qu'avocat stagiaire d'ailleurs, est-ce qu'elle ne connaît pas les lignes qu'il faut vraiment prendre pour y aboutir? Mais autant de questionnaires qu'il faut vraiment, on doit s'interroger sur, en fait, sur la portée et sur même l'importance de cette sortie, de cette communication qui d'ailleurs pour ma foi, je pense que ça c'est pour nous, celui qui porte l'espoir de tout un peuple, qui on essaie vraiment, qui cherche à nous convaincre d'ailleurs que, croyez en moi, votre comment dirais-je, votre lutte, je les porterai et nous allons aboutir donc au changement. Donc, en résumé, ça c'est le fait, c'est juste pour nous faire éloigner de l'essentiel. Soyons focus sur l'essentiel qui est le changement le 12 octobre 2025. Merci. Alors, Sandra, je vais vous relancer, mais je vais poser la question à Madame Yogo, parce que ça, c'est un peu comme l'entrée en bouche, le temps qu'elle puisse vraiment se connecter. Mais c'est un projet, c'est un sujet important, puisque c'est un sujet d'ailleurs qui touche, enfin, qui concerne la réputation d'un des candidats à cette élection présidentielle. Et aujourd'hui, un candidat, pas des moindres, un candidat qui a quand même une certaine dynamique positive. Mais ce que je voudrais dire, docteur Sanda, je crois que on ne peut pas, et ça c'est important aussi de le signaler, on ne peut pas refuser à cette dame le droit de pleurer. Voilà. Ce qu'elle a vécu, tout simplement inhumain, inadmissible. Ça, il faut d'abord qu'on se le dise. Voilà. Et elle a le droit de pleurer comme elle a envie de pleurer. Et il n'y a pas prescription sur ce genre de délit. Car tant qu'elle n'a pas son enfant, elle va toujours continuer à souffrir de ne pas l'avoir. Et quand elle l'a en face d'elle, quelqu'un qu'elle considère comme l'un des responsables, on peut lui reconnaître le droit de le lui rappeler. Voilà. Et de rappeler au monde entier que voici l'un de mes bourreaux. Bon. Donc ça, la grandeur d'esprit, même la grandeur en politique, voudrait qu'on ne soit pas forcément toujours de mauvaise foi. Il y a des choses qu'on peut reconnaître et en les expliquant. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est peut-être expliquer à cette dame et à l'opinion publique que oui, ce qu'on a dit peut être considéré comme pas normal. Ce qu'on a dit fait de nous un co-responsable parce qu'il y a une solidarité gouvernementale. Et on avait une position qui est telle que, dans le contexte que nous connaissons, c'était difficile de dire autrement. Mais le dire sans pour autant se dédouaner totalement, parce qu'on ne peut pas se dédouaner dans ce genre de situation. Si on n'est pas d'accord avec quelque chose qui est absolument inadmissible,
ben, on a le droit aussi de démissionner. Hein. On a le droit de dire que franchement, changez-moi de portefeuille et tout. Donc, je pense qu'Issa Chiroma a une part de responsabilité, ne serait-ce que par sa communication, par la communication qu'il a faite. D'autant plus que ben, tous les ministres de la communication ou les porte-paroles ne parlent pas de la même façon, ne disent pas les mêmes mots. Et vous savez quand même qu'il y a un ministre de la porte-parole du gouvernement qu'on appelle René Sadi. Ben, René Sadi, il n'a pas le même style de langage que Issa Chiroma. Il n'a pas le même style de langage que Monsieur Zéro-Mort, Conchou, à son époque. Chacun a son style. Mais donc, dans ton style, tu dois pouvoir assumer aussi les conséquences de la gravité de la posture que tu peux prendre. Bon, maintenant, le problème qu'il faut juste se poser, est-ce que dans le contexte électoral actuel, il n'y a pas une sorte de manipulation, d'influence faite par ce qu'on peut appeler les cabinets noirs, qui poussent certaines personnes qui ont une voix qui porte à dire des choses parce que moi, je me serais attendu que Vanessa Tchatchou mette au minimum dans le même panier tout le gouvernement auquel appartenait Issa Chiroma, dont le chef de l'État, dont donc le RDPC, et dit ne votez personne de ceux qui sont responsables de mon drame. Donc, c'est-à-dire, ne votez pas Issa Chiroma, ne votez pas Paul Biya, cherchez quelqu'un d'autre. Si elle avait dit, je pense que ce serait encore plus logique. Mais ne parlez que d'Issa Chiroma, en sachant que Issa Chiroma, comme tu l'as rappelé, ce n'est pas lui qui a volé le bébé. Ce n'est pas lui qui est la police. Donc, ce n'est pas lui qui a mené les enquêtes. Il n'a fait que rapporter ce qu'on lui a préparé. Voilà. Donc, en ça, je trouve que oui, on est dans quelque chose qui n'est pas très sain dans sa communication, dans quelque chose qui n'est pas très sain dans l'environnement politique dans lequel nous nous trouvons. Donc, la maman, est-ce que tu auras quelque chose à dire à propos donc des sorties de Vanessa Tchatchou et la dernière là que j'ai pu montrer date du 15 septembre. Ce n'est pas loin. Il y a parce que je l'ai pris sur sa page Facebook où elle accuse. Oui, on vous attend, maman. La communication est tellement mauvaise que je n'entends rien. Depuis c'est quand même étonnant que la maman ait autant de problèmes de connexion aujourd'hui. C'est quand même très, très étonnant. Curieux, quoi. Pourtant, elle n'est pas au Cameroun. C'est... Alors, la maman, ça va? Ça va? Tu nous entends? Ok, allez, alors, vas-y. Bon, j'aimerais que tu rebondisses sur les remarques que je venais de faire à propos justement de la responsabilité ou la déresponsabilisation du candidat Chiroma dans cette affaire Vanessa Tchatchou qui revient et qui refait surface. Et je pense que de toute façon, quand on est candidat à une élection présidentielle, on doit tous attendre à ce que les gens sortent des cadavres des tiroirs. Je suppose que vieux politique, Issa Chiroma est,
il est aguerri et puis il s'attend à ça. Oui, professeur, merci. Merci pour les remarques, s'il faut le dire ainsi. Mais je peux vous répondre en tant que militant. Je ne peux pas vous répondre en tant que porte-parole du parti. Bien sûr. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Absolument. Voilà. Ce que je voulais dire à ce niveau, c'est que en effet, c'est une, comment dirais-je, c'est une situation vraiment regrettable, c'est déplorable, parce que vraiment, il faut les reconnaître. Ne pas les reconnaître, c'est être vraiment, comment dirais-je, c'est inhumain. Là, je suis tout à fait d'accord. Et je lui présente vraiment, comment dirais-je, je lui demande d'avoir vraiment, comment dirais-je, le courage de patienter, si moi je peux le dire ainsi. Sinon, c'est mieux encore à l'aise si je peux la proposer quelque chose. C'est mieux de se diriger vers l'équipe dont le proche du président. Elle l'expliquer. Peut-être elle peut donner, il peut lui donner quelques directives, quelques conduites à tenir. Mais sortir en public et n'évoquer que le nom d'une seule personne, alors que la personne qui est censée vraiment, comment dirais-je, doiter, on ne le doit pas. Je parle du président de la République. Est-ce qu'elle a parlé du président de la République? Elle n'a pas parlé du président de la République. Mais pourquoi elle ne parle pas du président de la République? C'est là où alors ça me permet de rejoindre votre idée selon laquelle est-ce qu'il n'y a-t-il pas des influenceuses ou bien des gens qui sont tapis dans l'ombre pour manipuler cette histoire et essayer de discréditer l'opinion publique et d'ailleurs, comment dirais-je, la crédibilité portée par le candidat Issa Chiroma. Et c'est beaucoup plus l'aspect là que moi je vois. Parce que essayer de parler de la responsabilité de Issa Chiroma en tant que ministre de la communication, je peux dire que non, moi je n'ai pas cette qualité. Je ne suis pas le porte-parole du président Issa Chiroma. Mais ce que moi je sais, c'est que y a des gens qu'elle pouvait vraiment contacter. Tout doucement, elle peut avoir vraiment des idées. Non, ma soeur, comme tu vois, il faut attendre. Ou alors, non, ma soeur, il faut aller faire ceci, il faut aller faire cela. Tant bien qu'elle-même, j'ai suivi en ligne de ses sorties. Elle était invitée à Equinox. C'était en 2022, si j'ai encore un bon mémoire. Elle a dit que non, elle ne peut pas laisser le cas de la disparition de son bébé. Ça veut donc dire qu'en réalité, elle avait même évoqué, si j'ai encore toujours un bon mémoire, qu'elle connaît là où son enfant se trouve. Mais pourquoi alors parler d'Issa Chiroma si tant bien qu'elle aurait l'information où se trouve son enfant? Pourquoi s'acharner alors sur le candidat Issa Chiroma? En effet, ce sont des gens qui sont là, peut-être mandatés, soit par quelques membres du parti de l'opposition, ou bien par le régime en place, pour essayer de faire tout pour tout, pour essayer de contourner l'esprit des citoyens, surtout vu donc de la foule. Vous voyez la dynamique de la mobilisation que Issa Chiroma a. Et personne ne le voyait dans tous les pronostics, dans tout le rapport, les deux rapports que le service de renseignement comment dirais-je, a rédigé et rendu public au niveau de la présidence. On n'avait pas mentionné, on n'avait pas vu venir Issa Chiroma. Moi, je me dis donc que c'est tout cet ensemble-là qui fait donc en sorte que maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut encore prendre d'autres mesures pour essayer de discréditer ou alors de faire en sorte que les gens se disent que non, ce type-là est bien vrai qu'il a démissionné, il n'est pas... Je te coupe un peu parce que la maman... Moi, je prends beaucoup plus dans ce sens-là, professeur. OK. Il faut de temps en temps regarder ma gestuelle, puisque par Internet, ce n'est pas souvent évident.
il faut souvent regarder ma gestuelle quand je veux peut-être reprendre la parole. Donc, la maman, est-ce que ça va maintenant? Vous pouvez parler? Madame Yogo, est-ce que vous nous entendez? Bon, décidément, aujourd'hui, ça ne va pas se faire. Écoute. Alors, justement, Dr Sanda, dites-moi, vous-même, est-ce que vous êtes surpris par la dynamique de votre parti et de votre leader? Est-ce que quand le ministre Issa Chiroma démissionnait du gouvernement et annonçait sa candidature à l'élection présidentielle, est-ce qu'au sein du parti, on se disait, on va jouer les premiers rôles? Ou alors, c'est une certitude, enfin un constat qui est arrivé au fur et à mesure de l'évolution de la période préélectorale, les meetings, l'accueil, parce que je me souviens, une fois revenu de Yaoundé, il a reçu un accueil digne justement du star. Je ne sais plus si c'était à Garoua peut-être. On a vu la masse qui était venue l'accueillir, la population qui était venue l'accueillir, et à tous les meetings, on avait de plus en plus d'adhérents, de sympathisants, de soutien, de supporters. Et finalement, plus on avançait, on se rendait compte que non, ce n'est pas que à l'extrême nord, ce n'est même pas que au nord, mais c'est même au-delà. On a vu à l'est à Bertois, et dernièrement, on a vu à Bafoussam. Alors, est-ce que vous êtes surpris? Ou alors, pour vous, c'était une certitude dès le début? Deux, comment on explique ce phénomène? Comment vous expliquez ça? Quels sont les ingrédients d'un tel succès populaire? Attendez, professeur, moi je peux vous répondre d'abord, je peux vous répondre en deux volets. En tant qu'un homme de science, en tant que praticien, pour ma part, je pense que ce n'est pas une surprise. C'est une surprise pour les gens qui ne parviennent pas à mener une lecture. La démission de Issa Chiroma n'est pas une surprise. Pour les hommes avertis, depuis le remaniement ministériel de 2020, Issa Chiroma n'a été jamais content. Il n'est jamais content de ses postes ministériels. Personne ne... D'autres ont remarqué ça. D'autres ne l'ont pas remarqué. Alors, ceci est encore, comment dirais-je, s'explique encore davantage lors de son dernier, en tout cas, le meeting qu'il a tenu à Garoua en mars de cette année. Il a tenu un grand meeting. Il a appelé ses partisans. Lors d'une interview, voici ce que Issa Chiroma a dit, je cite, « Personne ne peut gagner une élection au Cameroun sans cocher la case de cet embryon. » Oui. Et il a encore rappelé ceci, « Allez vous inscrire massivement. Le moment venu, je vous dirai, le parti FNC n'est pas un parti dictatorial. » C'est dès lors que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui se prépare. Moi, j'ai commencé à dire qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc, pour moi, je peux dire à ce niveau, ce n'est pas une surprise. Maintenant, en ce qui concerne la dynamique de mobilisation, comprenez une seule chose, et c'est que les gens oublient. On regarde le parti FNC, on dit que non, c'est un vieux, ceci. Mais les gens oublient l'architecture, la composition de ce parti. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Essayez de regarder le haut cadre dans ce parti. Essayez de regarder les coordonnateurs régionaux
dans ces partis. Essayez de regarder les coordonnateurs d'arrondissement et départementaux dans ces partis. Vous verrez que ce sont les jeunes de moins de 50 ans. Ce sont les jeunes qui connaissent vraiment la souffrance. Ils partent, ils dénichent là où la population est vraiment marginalisée. C'est cette marge de population, c'est cette classe sociale que les hauts cadres partent donc essayer de les conscientiser, de les sensibiliser. Et vous allez voir, à chaque fois, quand il fait ses sorties, il y a la plupart, vous verrez donc, ce sont des jeunes. La plupart, ce sont des jeunes. Moi, je ne sais pas si les gens vraiment sont, comment dirais-je, curieux. Est-ce que les gens mènent vraiment une analyse empirique des choses? Moi, c'est ce que je vois. Vous allez voir le docteur Chris Manning, qui est le porte-parole. Il a moins de 50 ans. Le communicant, le docteur Sengana, si j'ai encore un bon mémoire sur son nom, c'est un jeune. Donc, tous ces mondes-ci, ils ont moins de 50 ans. Mais les gens se focalisent juste seulement sur l'âge de notre champion. Non, ce n'est pas ça. Et il y a encore d'autres facteurs. Vous verrez que Issa Chiroma, les responsables, comme je disais tantôt, départementaux, d'arrondissement et régionaux, sont des jeunes qui sont dynamiques. Ce sont des jeunes qui bossent. Ce sont des vrais bosseurs. Il ne soyez pas ces gens au hasard. C'est ça, sa force. Lui-même qui est un bosseur. Rappelez-vous, Issa Chiroma a commencé à militer. Il fut conseiller au parti l'UNC en France quand il continuait avec ses études à l'école d'ingénierie. Donc, à 24 ans, il était conseiller à cette époque. Donc, c'est un fait politicien. C'est un monsieur qui est vraiment nanti d'expérience. Il connaît quel type de personnes qu'il me faut pour mener à bon le travail ou le travail nécessaire. Il connaît, il a donc pu choisir ces gens-là à travers, du moins à partir des objectifs dont il s'est fixé davantage. Mais si vous avez donc affaire à ces genres de personnalités, hein, à ces genres de personnes, mais pour des scientifiques avertis, ce n'est pas une surprise. Et d'autant plus que le peuple a besoin de changement. Le peuple a besoin de changement. Mais ce n'est que normal. C'est d'ailleurs légitime. Quand vous êtes accompagné par des gens pareils, moi, je trouve que ce n'est pas une surprise pour ma part. C'est logique. Et je me dis même que la mobilisation ou la dynamique de la mobilisation dont fait l'objet Issa Chiroma à l'heure actuelle n'a même pas atteint son pic. Il faut encore, attendez-vous au jour à venir, à des fortes mobilisations plus que ce que vous avez vu ces derniers temps. Là, je vous le garantis. D'ailleurs, il n'est pas allé à Maroua, mais comme aujourd'hui, c'est le lancement de la campagne, mais vous allez voir, essayez comment dirais-je, de parcourir les réseaux sociaux. Vous verrez que il y a des jeunes, notamment le secrétaire national des jeunes, mais il est sorti avec une marée humaine à Maroua, pareil à Kousseri, par le coordonnateur départemental. Donc, Issa Chiroma, c'est un fait politicien, c'est un monsieur qui a vraiment d'expérience au niveau de la scène politique. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui fait que les gens ont peur de lui. D'accord, d'accord. Oui, ça, on a compris. Mais il y a quand même eu, moi, j'ai une préoccupation. Je pense que c'est une préoccupation que partagent beaucoup de Camerounais. La mobilisation populaire, c'est une bonne chose. Pour un homme politique, il n'y a rien de mieux en campagne électorale que d'avoir une masse, d'avoir la population qui vous suit, qui vous écoute, qui vient à vos meetings, qui acclame.
Ça, c'est un baromètre de popularité. OK. Mais est-ce que la popularité, l'adhésion populaire au Cameroun est une garantie de succès? On a quand même vécu au Cameroun avec les campagnes électorales. Et pour les plus jeunes, on n'a qu'à prendre celle de 2018, où on a vu des candidats remplir des stades, mais sans pour autant avoir été proclamé vainqueur d'une élection. Là où le candidat sortant ne va même nulle part. En 2018, il n'a fait que quelques minutes à Marois. Et c'est tout. Mais pendant ce temps, les autres candidats remplissaient les stades. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que le parti FSNC est conscient de ce que le tout n'est pas d'être populaire, d'inonder la ville de fanatiques, de soutien, de supporters, mais qu'il faut aller au-delà de ça. Et cet au-delà-là, est-ce que vous pensez à ça? Est-ce que des mécanismes qui vont amener le Conseil constitutionnel à déclarer Issa Chiroma vainqueur, est-ce que ces mécanismes-là sont dans l'agenda de votre parti? Monsieur le professeur, voyez-vous, la victoire, c'est la conclusion. C'est pour dire que quoi? Il y a des mécanismes, comment dirais-je, il y a du travail de fond qu'on est en train de mener. Ça veut dire que la mobilisation, la dynamique de la mobilisation fait partie de l'un des éléments. Et après, donc, ces mécanismes, ou alors cette dynamique de mobilisation, il y a également, comment dirais-je, la sensibilisation sur la participation massive aux élections. Et il y a aussi comment dirais-je, la surveillance des voix ou alors des bureaux de vote. Maintenant, ce que je voulais vous dire au niveau de surveillance des bureaux de vote ou alors de nos voix, c'est que, comme je vous disais tantôt hier, on est en train de travailler. D'ailleurs, je peux vous l'avouer actuellement à l'heure où je vous parle. Nous sommes à 15 000 représentants déjà acquis à notre niveau pour le parti. Il y a 15 000 déjà disponibles. Là, sans compter ce que moi je vous ai dit que je suis à 150 hier. N'en comptons pas ça. Parce que on est entré en contact d'ailleurs avec Raman Amadou Baba, que vous connaissez très bien. Figurez-vous, il avait initié, comment dirais-je, un organisme appelé VAR, vérificateur actif des résultats. Les Camerounais se sont inscrits et il a reçu et il a son actif plus de 10 000. Et c'est plus de 10 000. L'équipe de campagne de notre parti s'est rapprochée vers lui. Quoi? Et on a déjà eu un terrain d'entente. 10 000 il en est de même aussi. 10 000. Je disais ceci. Il y a 10 000 Camerounais qui se sont inscrits volontairement pour aller se représenter et surveiller les votes. Et on s'est rapproché vers lui. Et il nous a donné l'accord à lui. Et voici encore avec Maître Ndoki, on est encore en train de parler. Elle peut encore avoir avec lui, elle a aussi, comment dirais-je, un organisme appelé le bâtisseur. Elle peut avoir à son actif des milliers. Il y a une discussion en cours. Je vous disais également ceci, que quand il était à Bafoussam, il est entré en contact avec l'évêque. Mais est-ce qu'on peut vous dévaler tout notre secret, professeur? Mais non. Chacun, le secret reste le secret. Si le secret, on peut donc dévoiler à tout le monde, c'est que ce n'est plus le secret. Et on pense évidemment à ça. C'est comment dirais-je, la faille qui s'est produite en 2018, c'est bien évidemment aucun parti à cette époque n'a tout le PV. Or,
pour essayer d'avoir donc des preuves, il faut se faire représenter dans tous les bureaux de vote, dans tous les 30 000 bureaux de vote ou 31 000 bureaux de vote environ là. Il faut se faire représenter. Dès lors qu'on a donc tout, comment dirais-je, tous les PV à notre possession, ça constitue une preuve. Donc, c'est ce travail-là qu'on est en train donc de mener maintenant pour qu'on ait donc de preuves suffisamment. Et même les partenaires, quand on va dire que non, si Elecam ne proclame pas le résultat qui sortiront des urnes, non, on dit que non, on a tous les PV, voici, et partout où on ira, on a des preuves. Mais voyez-vous, professeur, si on dit que non, on a gagné les élections et qu'on n'a pas tous les PV, mais vous n'avez pas tous les éléments nécessaires pour des arguments. Il faut donc qu'on travaille dans ce sens. Et c'est comme je vous disais, moi, je travaille avec les connaissances. Je travaille avec les coordonnateurs. Je travaille avec presque tout le monde. Avec mes frères du village, il y a d'autres même qui me suivent. Moi, je parle à tout le monde. Vous résidez où? Vous me donnez votre position. Est-ce que vous connaissez aussi une autre? Et ainsi de suite, on s'inscrit. C'est comme ça. C'est un travail que moi, j'invite tout Camerounais à porter sa part de contribution. On ne peut pas laisser cette charge à un seul parti, surtout que c'est un parti que, qu'on estime que non, je peux le voter, bon, malgré que, bon, on n'avait pas porté notre choix sur lui, mais le moment, comme, disons, ça constitue donc un plan peut-être C ou D pour d'autres, mais si déjà que c'est déjà une moyenne ou une locomotive d'alternative. Mais il faut qu'on participe et il faut que chacun de nous essaie d'apporter sa contribution. Le moment venu, on aura tous les éléments et ça donnera également la force à notre leader de dire que non, de tous les PV que j'ai à ma possession, on a gagné ces élections. Ce n'est pas ce qu'ils ont proclamé et là, on aura plus de force. Et si tel n'est pas le cas, moi, je trouve qu'on ne peut pas avoir des forces. On ne peut pas avoir une force pour réclamer que quoi que ce soit. Parce que, figurez-vous, le jour des votes, comment dirais-je, un huissier ne peut pas assister, encore moins au niveau des commissions communales, ni départementales, ni régionales. Donc, c'est dans tous ces démarches-là qu'il y a toujours des fraudes. Mais comment y parvenir? Il faut au moins qu'on ait tout le PV de tous les bureaux et nous-mêmes, nous allons faire notre calcul. Et à partir de notre calcul, c'est là où c'est sur ces PV-là que nous allons donc s'apaisantir. Le PV qu'eux, ils auront peut-être le temps à modifier les jours qui vont se passer avant la proclamation des résultats. Mais nous, nous allons vraiment, on ne peut pas compter ça parce qu'on a tous les PV des bureaux de vote à notre position. Okay. C'est ça donc hier, moi, je disais qu'il faut qu'on prenne un travail sérieux, la mobilisation, d'aller voter massivement. On atteint au moins dans le 80 à 90% des taux de participation. C'est faire représenter dans tous les bureaux de vote. C'est ce mécanisme-là, actuellement, qu'on doit essayer de travailler. Il y a une équipe qui s'occupe des campagnes. Il y a une équipe également qui s'occupe de la sensibilisation, de l'inscription de volontaires pour se faire représenter le moment venu dans les différents bureaux de vote, professeur. D'accord. Alors, on l'a compris, il y a une mobilisation, une sensibilisation pour avoir le maximum d'électeurs ce jour-là dans les bureaux de vote à voter et à surveiller le vote, à contrôler le vote et à collecter, à colliger les résultats à effet de dire demain Elecam. Tu nous dis que voici le résultat, mais nous avons nos résultats. Et qui sont les résultats réels? OK. Mais comme on sait que, finalement, comme on a dit, c'est le PV d'Elecam qui compte. Et donc, Elecam, vous pouvez avoir vos résultats à vous. Elecam qui a déjà son résultat arrangé va dire que voici le résultat ici, là. Et ce résultat-là va être validé par le Conseil constitutionnel. Je crois qu'on connaît déjà la mécanique.
On sait exactement ce qui va se passer. Mais l'intérêt de l'élection, pour des personnes comme moi, sceptiques, qui ont toujours dit que de toutes les façons, c'est la guerre économique et la rue, et pas l'élection présidentielle. Mais à la différence de certaines voix, moi, je nuance en me disant que la rue et la guerre économique que moi je prône doivent avoir pour prétexte la fraude électorale. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à démontrer qu'il y a eu fraude. On sait qu'il y a déjà commencé à avoir fraude. Depuis le refus de la proclamation de la liste électorale nationale, c'est une fraude. L'éjection arbitraire d'un candidat comme Maurice Kamto, c'est une fraude. On le sait. Mais il y aura d'autres fraudes. Et le 12 octobre, il y aura fraude. On le sait. Mais le fait de mobiliser l'électorat, d'avoir une participation importante, comme tu le dis, au moins 80%, pourquoi même pas être à 90, 99? Mais c'est quand même tous les Camerounais qui souffrent. Voilà, et donc ils doivent aller voter. Donc, cette adhésion va juste être le bon prétexte pour finalement aller réclamer l'invalidation du choix de l'ECAM. Alors, ma question est la suivante. Comment votre parti se prépare et prépare son électorat à ne pas simplement se contenter d'aller voter, mais aussi de défendre le vote. Or, la défense du vote signifie la contestation. Et la contestation, elle est populaire, donc elle est dans la rue. Or, la mentalité du Camerounais n'est pas forcément en adéquation avec cette logique-là. Du moins, la mentalité d'une partie du Cameroun. Ma question est de savoir, est-ce que votre électorat, qui a d'abord quand même son socle granitique dans le Nord, mais une dynamique du Nord qui peut irradier dans tout le pays, est-ce que tu penses que dans vos discussions, dans le porte-à-porte que vous faites, est-ce que vous sentez, est-ce que vous, les leaders de la jeunesse, vous sentez votre peuple vraiment déterminé à aller jusqu'au bout? Est-ce que votre leader est prêt à appeler son électorat à aller jusqu'au bout? Est-ce que cet électorat-là est décidé à aller jusqu'au bout? Professeur, pour répondre à cette question, peut-être il faut que j'essaye de faire, comment dirais-je, il faut qu'on se renseigne sur les différentes sorties de notre leader. Il a rappelé à chaque fois que l'occasion se présente, je représente le peuple. Il a d'abord commencé par dire ceci. Je cite, j'ai écouté, je vous ai écouté, je vous ai écouté, j'ai écouté votre cri, je suis avec vous. Nous allons se battre ensemble. Nous allons nous battre ensemble. C'est ce qu'il a dit. Il a progressé pour dire que, vous voyez, moi, je porte votre espoir. Il a encore progressé pour dire que moi, je vais défendre la victoire du peuple. Si le peuple me donne cette victoire, je défendrai jusqu'au sacrifice suprême. Donc, c'est pour vous dire, en réalité, ce monsieur ne cesse vraiment de nous convaincre, ne cesse vraiment de convaincre les Camerounais qui veulent vraiment le changement. Parce que tout part d'abord de là. Est-ce qu'on veut le changement? Si vraiment on veut le changement, ce monsieur, quand vous essayez de suivre son discours, il y a des gens, dès sa première déclaration de démission, quand il est arrivé à Garoua,
Beaucoup l'ont, comment dirais-je, ont commencé à le, comment on peut encore qualifier ça, à le juger, à le lapider, à le traiter du n'importe quoi. Mais sans vous mentir, j'en connais beaucoup de Camerounais. Ce dernier temps, ils reviennent encore doucement. Ils se disent que vraiment, nous nous sommes trompés. On pense qu'il peut vraiment être une alternative. Il peut vraiment nous permettre pour qu'on essaye de se séparer avec ce pouvoir qui a tant duré, qui a tant vraiment fait du mal aux Camerounais. Mais si vous voyez donc l'évolution de cette dynamique des pensées des Camerounais, l'évolution également de l'adhésion, l'évolution également de la manifestation à Maroua, donc le préfet même a fait une sortie, mais ça nous rassure. Ça nous rassure au point où la sensibilisation est vraiment de taille, la conscience est vraiment de taille. Et la souffrance nous a vraiment unis au point où on a affaire à un seul objectif pour tout le monde, celui donc du changement. Je me dis donc que à partir donc de ce constat, mais j'imagine celui donc qui va dire que non, quand le président va dire non, on a gagné cette élection, je me demande qui peut rester à la maison. D'ailleurs, chose que moi je ne souhaite pas, je souhaite vraiment en toute honnêteté que le président du Conseil constitutionnel, ce patriarche-là, qu'il nous dise les vérités sans essayer de faire quoi que ce soit pour plaire à son maître, qu'il nous dise vraiment la vérité et le peuple va vraiment lui souhaiter tout les biens et tout le bonheur de ce monde. Moi, c'est sur ce point-là que j'attends. Sinon, en ce qui concerne le travail au niveau interne, mais voyez-vous, on ne peut pas aller seulement dire aux Camerounais, non, il faut aller voter, il faut adhérer dans notre parti. Non, non, il y a des choses, il y a du travail qui sont en train de mener. Il y a du travail. Et ça, je ne peux pas vous le dire ici. Il y a des choses qu'on dit, qu'on se dit entre nous. Il y a des choses qu'on se dit entre les nouveaux militants et nous, entre les sympathisants et tout ça. Il y a des choses qui sont en train de se faire, qui se disent. Et le moment venu, vous serez notifié. Très bien. Donc, ce qui veut dire que vous êtes quand même conscient et que j'espère que le peuple camerounais tout entier est conscient de ce que cette élection n'est pas une simple élection. C'est une élection de survie d'un peuple. Et déloger l'ordre dominant va forcément demander à aller au-delà de ce qui est normal. Opérer un dépassement de soi, une prise de risque, un courage inouï, mais en disant toujours une chose, que, en fait, c'est l'homme qui a peur. C'est l'homme qui a peur si l'homme est organisé, si l'homme tient compte d'un phénomène qui est incontournable, qui est indiscutable, qui est trivial aujourd'hui, c'est que la foule est une arme fatale. Professeur, envoyez le lien à maman. La maman demande le lien. Alors, la maman, il y a le lien pour toi, donc essaie de te reconnecter. Alors, donc la foule est une arme fatale. C'est-à-dire que si le peuple camerounais sort pour revendiquer son droit de manière organisée et qui a vraiment foule, mais on ne voit pas comment le pouvoir en place va vouloir neutraliser toute une population. Et quand je dis population, ce n'est pas
5 personnes, ce n'est pas 20 personnes, ce n'est pas 100 personnes, mais c'est des milliers de Camerounais dans les rues, à Maroua, à Kidigis, à Yagua, à Yaoundé, à Obala, à Douala, ainsi de suite là, de manière simultanée, partout. Mais c'est ça le plus difficile. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça, et moi je pense que c'est en ça que certains partis devraient pouvoir approcher les populations, les sympathisants, en éduquant les populations à être disciplinées, à être solidaires, à aller ensemble, à marcher ensemble, à être unis. Parce que face au nombre, il n'y a aucune dictature au monde aujourd'hui. Face au nombre, au nombre, aucune dictature ne peut prendre le risque de provoquer un carnage. Ce n'est pas possible. Aucune dictature. Donc, j'ose croire que votre parti pense à ça, s'organise ça, parce qu'on entend quand même votre patron, votre président, dit j'irai jusqu'au bout. Oui, ça, on aime entendre ça. Mais le peuple, effectivement, doit être à la hauteur des ambitions de son leader. Le peuple doit être à la hauteur. Et nous devons tous, donc, travailler, éduquer ce peuple-là pour être à la hauteur de cette espérance. Voilà un peu ce que je voulais dire. Alors, la maman, est-ce que cette fois-ci-là, ça va? Est-ce que vous pouvez, vous nous entendez? Aujourd'hui, c'est étonnant. Et pourtant, hier, C'est grave. voilà. Non, bon, je pense qu'à un moment donné, ça perturbe un peu le déroulé et puis bon, ça devient indigeste. Donc, je crois qu'on va aborder un peu la fin de cette petite causerie qui est importante pour rassurer, pour que vous, vous essayez de rassurer les gens qui vous écoutent, qui vous voient, qui vous observent et qui commencent à croire que oui, le miracle est possible, euh, que le miracle est possible et nous voulons transformer ce qui ressemblait il y a encore quelques mois à une curiosité. Voilà, je me souviens quand on nous a sorti justement le petit discours en, je ne sais pas trop votre langue, là, c'était le Fofouldé, où Issa Chiroma s'agressait justement à ses sympathisants en expliquant que oui, le pouvoir vous a abandonné, oui, on n'a pas fait grand-chose pour vous et que moi, maintenant, je crois qu'il est temps que je me repentisse. Voilà, et c'est comme ça qu'on a pu comprendre qu'il y a une rupture avec le pouvoir et qui va certainement se jeter dans la bataille. Et d'une curiosité, on a aujourd'hui ce qui veut ressembler à une certitude. Et on espère que ce sera une certitude. Et j'ai envie de dire que on aimerait avoir beaucoup de certitudes. On aimerait avoir plusieurs candidats sérieux, solides, qui peuvent challenger le pouvoir en place, des candidats qui peuvent raisonnablement prétendre à la première place. Voilà, pour que finalement le meilleur gagne. Parce que dans une élection normale, on sait que Paul Biya ne peut même pas être cinquième, il peut même pas être sixième. Voilà. Mais on en est à se dire, si les gens ne sont pas ensemble, ben, ils ne vont pas gagner. Mais non. Je veux croire aujourd'hui qu'on n'est pas obligé d'avoir une coalition pour envoyer Paul Biya au village. Mais pour cela, il va falloir que, au-delà du fait que ces candidats n'ont pas pu se mettre ensemble, mais est-ce qu'ils peuvent pouvoir être solidaires dans le contentieux post-électoral? Et donc ça, c'est la question que je vais vous poser, Dr Sanda. Est-ce que vous pensez
ce scénario-là, où, bon, vous n'avez pas pu coaliser, bon, c'est pas grave. Chacun ira avec ses propres moyens. Mais demain, quand il va falloir défendre le résultat acquis sur le terrain, est-ce que les militants du FNC et ceux de l'UNDP, ceux du parti Univers, ceux, je sais pas, de l'UDC, est-ce qu'ils vont pouvoir s'unir, être solidaires pour défendre le candidat de l'opposition qui aura logiquement eu la première place, mais volée par le Conseil constitutionnel? Est-ce que c'est quelque chose qui se discute quand même entre vous? Oui, professeur. Voyez-vous, l'élection, dans une élection, dirais-je plutôt, que c'est une dynamique. C'est une dynamique. Ça veut dire qu'il y a du travail qui sont en train d'être faits. Il y a des choses quand même qui sont en train d'être faites qu'on ne peut pas d'autres peut-être raconter, d'autres qu'on peut également raconter. C'est pour vous dire que si, même si on n'aboutit pas à une coalition, néanmoins, on peut mutualiser des forces. Mais ça en donne de maintenant pour la publication, après la publication, être aux côtés d'un candidat qui aurait peut-être gagné l'élection présidentielle. Bon, ça, en toute honnêteté, je peux dire que c'est un travail qu'on ne peut pas dévoiler à ce niveau. Et même si on dévoile cela, nous sommes des êtres humains. Tout peut arriver. Voyez-vous, il y a toujours dans les années antérieures ces cas de suspicion. Ce cas que non, il a fait ceci, il aurait fait cela et tout ça. Mais le plus important pour se défendre, c'est comme je disais en amont, il faut avoir les éléments de preuve. Ces éléments de preuve parmi lesquels il faut d'abord une participation maximale. Il faut que les électeurs participent massivement aux élections. Il faut Absolument. avoir toutes les PV. Dès lors que vous avez ça, ça conçut vraiment des éléments saillants pour revendiquer votre victoire. Mais si à côté de vous, vous avez affaire à un opposant qui, lui, il se représentait juste dans un ou deux départements ou deux régions, mais est-ce qu'il a les éléments même d'abord pour vous défendre? Est-ce que vous avez le même objectif? Donc, autant de questionnaires et autant des équations nous sommes en train de travailler là-dessus. Comment se comporter face à des cas pareils? On travaille jusqu'au jour des élections. C'est un travail à ce niveau qu'on doit toujours continuer à réfléchir là-dessus. Mais le plus important à l'heure actuelle, j'insiste toujours, c'est d'avoir les représentants dans chaque bureau de vote. Parce que pour nous, on pense que ça constitue vraiment un élément majeur, un élément capital pour faire, pour dire, pour revendiquer quoi que ce soit. Et on peut avoir tous ces représentants, mais dès lors qu'on a un pourcentage de participation si bas ou si bas, ça ne peut pas également aider la personne. Il faut donc, le deux là, il faut que ça aille ensemble. Il faut une participation massive et il faut également avoir des représentants dans chaque bureau de vote. Là, on saura vraiment avec certitude. Est-ce que le 43 ans, véritablement, c'est le peuple qui vote donc le président? Mais si c'est le peuple, on n'a qu'à contenter de la volonté du peuple. On ne peut plus faire d'autres choses. Mais si ce n'est pas le cas, mais on va dire, écoutez, en réalité, la victoire ou alors le résultat qu'on a proclamé, ce n'est pas le bon résultat. Voici, en réalité, les résultats qu'on devait publier. Mais c'est comme ça. Donc, c'est une dynamique.
professeur, on ne peut pas dissocier, on ne peut pas négliger ces étapes-là. Les deux étapes surtout, à l'heure actuelle, ce sont des étapes vraiment clés. La mobilisation ou bien la dynamique de la mobilisation hier, on voit comment le président mobilise la marée humaine à chaque fois qu'il donne un rendez-vous à ses militants ou alors à ses partisans. Maintenant, il faut qu'on aille également voter. Il faut qu'on se donne volontairement. C'est ça notre contribution. Il faut qu'on se donne volontairement d'aller surveiller. C'est une seule journée. Ce n'est pas tuant. Si une seule journée, on ne peut pas se sacrifier, mais pourquoi alors pleurer qu'on veut le changement? Si on ne peut pas appeler son frère ou bien sa soeur ou bien même sa mère au village, malgré qu'on est en Occident, mais ça ne vaut pas la peine. Il faut que tout le monde s'intéresse. Il faut que tout le monde participe à cette dynamique. Ce sont des étapes très importantes. Je ne cesse vraiment de le rappeler depuis hier. Ce sont des étapes cruciales à l'heure où nous sommes. Participer massivement, surveiller notre vote afin que le leader ait tous les éléments de preuve pour nous dire quoi que ce soit. Dès lors qu'on néglige ces deux étapes, je pense qu'il n'aura pas des éléments pour vraiment pour nous dire qu'en réalité, écoutez, c'est que le Conseil constitutionnel vient de vous dire ce n'est pas le bon résultat. OK. Alors, et donc, je profite pour d'ailleurs lire quelques messages et d'ailleurs surtout un message de Robert Ngonga qui va un peu, enfin, je pense que ce qu'il dit peut vous aider à atteindre cet objectif-là de la surveillance, déjà le vote massif et puis la surveillance du vote. Et pour cela, on sait que votre parti qui est quand même relativement jeune, du moins jeune, dans la préparation de cette élection présidentielle, a besoin de soutien, a besoin de bonne volonté. Et l'un des soutiens auxquels on s'attendait, qui malheureusement ne s'est pas fait, c'est celui du MRC, qui est quand même le parti qui a le plus travaillé à la préparation de cette élection présidentielle depuis sa défaite de 2018. Le MRC a beaucoup travaillé pour inciter les populations à s'inscrire aux listes électorales, s'être organisé, à avoir un certain trésor de guerre, à pouvoir mobiliser des scrutateurs dans beaucoup de bureaux de vote. Et on pense que ce serait une bonne chose qu'à un moment donné, que le MRC revienne peut-être sur sa décision, celle de ne pas s'impliquer parce que des candidats, notamment les deux candidats du Nord, n'ont pas pu coaliser. Moi, comme j'ai toujours dit, le MRC n'a pas pu coaliser avec aucun autre parti, notamment le PCRN, puisque jusqu'à une certaine époque, on considérait ces deux partis comme les deux partis d'opposition qui auraient pu vraiment enclencher la dynamique. Voilà. Mais M. Maurice Kamto et M. Cabral Bi n'ont jamais pu coaliser. Donc, ce qui veut dire que ça peut arriver. Ça peut arriver que les gens ne coalisent pas. Mais ce n'est pas parce que les gens n'ont pas coalisé qu'on doit favoriser le parti, le régime sortant. Non, ce serait vraiment une faute. Une faute. Un acte complètement irresponsable et que l'histoire nous le rappellera. Donc, Robert Ngongang dit, nous espérons que le MRC va se raviser et apporter un soutien actif à Chiroma à travers la mise à disposition des scrutateurs et la logistique nécessaire. L'empreinte des forces de changement devrait être manifeste. La distanciation des uns constitue une pierre d'achoppement. Voilà. Donc, Issa Chiroma ou quelqu'un d'autre, à ce niveau-là, moi, je reste encore un peu dans une certaine neutralité, mais il va falloir qu'on aide l'opposition à gagner cette élection. Et évidemment, à un moment donné, il va falloir que le critère de choix qui est celui du MRC, à savoir, vous coalisez et on vous soutient. Vous ne coalisez pas, nous ne sommes pas là. À un moment donné, il faut dépasser ce critère pour aller vers un critère qui est finalement même le critère le plus dur. C'est quel est le parti qui a la meilleure dynamique? Quel est le candidat qui est le plus
fédérateur? Quel est le candidat qui rassure le plus à pouvoir défendre les résultats si les résultats ne sont pas ceux que le peuple pense avoir réalisés? Qui est ce candidat? C'est ça le critère le plus dur. Car en réalité, deux personnes qui sont juste des exfiltrés, ou même, on va dire, des infiltrés, peuvent coaliser et vous allez vers ces personnes-là qui auront finalement formé une coalition. Vous lui donnez tous vos votes. Mais comme le pouvoir va dire que c'est Paul Biya qui a gagné et que cette coalition ne soit pas capable de revendiquer la victoire de l'opposition, vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Donc, la coalition n'est pas en soi, finalement, l'alpha et l'oméga de la lutte pour le changement. Mais c'est plutôt la dynamique réelle lors de la campagne électorale. Donc, à un moment donné, je pense qu'il va falloir que, l'arbitre, celui qui pourrait être un arbitre, oui, de par sa base électorale, son organisation, sa logistique, le MRC, j'ai envie de dire l'APC, devrait pouvoir, à un moment donné, soutenir une candidature, à un moment donné. Et on espère le plus tôt possible. Mais il va aussi falloir que tous les autres candidats qui sont finalement des candidats à faire valoir, qui n'ont pas vraiment de poids et qui savent qu'ils ne peuvent rien, doivent à un moment donné, ne serait-ce symboliquement, aller vers le candidat qui a la dynamique. Même si les bulletins de vote vont rester dans l'isoloir, parce que c'est ce que le parti au pouvoir, M. Atangadji, nous dit. Mais on se souvient qu'en 1900, je crois que c'était peut-être en 97, c'était peut-être Anta Gasagay qui avait désisté, je crois la veille, 92. on avait retiré. 92. Pardon? Pardon? Je pense 92. 92. Ou peut-être en 92. On avait retiré ces bulletins en faveur de Paul Biya. Mais, et c'est ça aussi, ça fait partie des multiples facettes de tricherie du pouvoir. C'est-à-dire que, en fait, c'est eux qui dictent la loi, les règles. Quand ça les arrange, ils enfreignent la loi. Quand ça les arrange aussi, ils veulent respecter ou faire respecter la loi. Bon, mais on est déjà habitué à ça, mais il faut juste que nous soyons solidaires. Donc, docteur Sanda Epri, je vous donne la parole pour votre mot de fin parce qu'on arrive à la fin de ce programme qui finalement aura quand même duré 1 heure et demie. Alors, quels sont vos... Il faut aussi parler de ça. Quels sont vos... Je ne vais pas dire vos peurs, mais vos inquiétudes? Où est-ce que vous aimeriez voir le peuple camerounais être encore davantage au soutien de votre projet? Quelles sont vos poches de satisfaction et quels sont les espoirs pour que demain soit meilleur? En rapport avec le parti ou bien personnel? Non, en rapport avec l'élection présidentielle, oui, ben, vous êtes quand même, vous connaissez un peu, on ne vous demande pas les secrets du parti, mais comment Voilà. vous voyez, comment Oui. vous voyez la dynamique? Où est-ce que vous sentez qu'il faut faire davantage et ainsi appeler le peuple à faire davantage pour vous, mais pas pour vous, mais pour le peuple lui-même? Parce que ce que vous faites, je crois que ce n'est pas pour vous, mais c'est pour le Cameroun. Oui, professeur, je remercie d'abord mon cher compatriote Robert Ngongang. Humblement, vraiment, je voulais appeler les responsables, du moins ceux-là qui fréquentent le professeur Kamto, s'il peut vraiment essayer de revoir
sa position. Ça pourrait vraiment arranger, ça pourrait vraiment permettre au peuple camerounais d'atteindre l'objectif escompté, qui est celui du changement. Sinon, voyez-vous, nos besoins sont vraiment énormes. Pourquoi? Parce que actuellement, on aura vraiment besoin d'abord d'appui financier. C'est très important parce que c'est que beaucoup de Camerounais ne comprennent pas. Le Grand Nord, les villages dans le Grand Nord sont peuplés. Ce n'est pas comme dans le Grand Sud. Il y a des électeurs là-bas. Or, ces électeurs, ils n'ont pas de téléphone Android. D'autres n'ont même pas la télévision. Il faut aller le sensibiliser en langue locale de l'enjeu et même des défis de cette année. Donc, il y a un travail de fond à ce niveau. Si le moyen, si ce n'est pas parce que le professeur Kamto a déjà pris sa position, ces militants pouvaient vraiment nous aider dans ce sens-là. Surtout avec le président Mota. Il connaît très bien les réalités. Le docteur Boucher, ils connaissent très bien les réalités du Grand Nord. Et la sensibilisation dans le Grand Nord, ce n'est pas la même chose comme dans le Grand Sud. Et comme je disais, dans le Grand Nord, les villages dans le Grand Nord sont peuplés, contrairement à ce que les autres cherchent à nous faire comprendre, ou alors contrairement à ce que les autres laissent à nous faire contredire, que non, on dit que le village, le nord est peuplé, on part à Garoua, à Maroua, à Gaoundéré, il n'y a pas de gens. Non, il y a des gens dans les villages dans le Grand Nord. Vous allez vous retrouver dans un village avec peut-être même 500. Qu'est-ce que je voulais dire? 2000 personnes dans un village. Il y a des villages comme ça, énormes dans le Grand Nord. Je connais très bien le Grand Nord, je suis originaire du Nord. Je connais ce que je dis. Donc, il y a donc des travaux de fond qu'on devrait vraiment mener à ce niveau-là. Et ça nécessite vraiment le besoin financier et besoin même humain pour aller donc sensibiliser ce genre-là. Ça, c'est un travail très important à ce niveau. Maintenant, donc, le cher Robert a souligné que peut-être le MRC mettra à notre disposition les scrutateurs et la logistique. Vraiment, ça pourra vraiment encore vraiment nous aider. Ça constitue un élément très important et je l'espère vraiment que le MRC et son leader vont vraiment tenir à cœur cette promesse. Franchement, c'est ces deux éléments-là actuellement que nous on demande. L'appui, si nécessaire, financier. Ou alors essayer de revenir sur la décision du professeur Kamto. Ces militants qui connaissent très bien la région du Nord et l'extrême Nord, du moins le septentrion en général, ils pouvaient vraiment nous aider. Mais du moment où maintenant, il n'a pas donné sa position, vous voyez, ça nous laisse vraiment dubitatif. On ne sait pas. Est-ce que le président Mota va dire donc à ses militants, et voici ce que vous allez faire les jours des élections pour voter pour tel parti, puisque le MRC n'a pas pris position. Vous voyez, c'est un travail vraiment, ils nous ont laissé vraiment un travail. Bien vrai que s'ils nous donnent la logistique, ils nous donnent même le scrutateur, mais il y a un travail de fond. Même dans le Grand Sud, en réalité, la sensibilisation dans les milieux urbains et dans le milieu rural, c'est différent. La méthode de sensibilisation, elle est différente. Maintenant que nous sommes, comment dirais-je, la bataille entre guillemets, et nous sommes seuls pour mener cette bataille. Moi, je pense que c'est un peu difficile, mais s'il y a des Camerounais, surtout au niveau de la diaspora, je me dis, si vous pouvez faire quelque chose, ça peut vraiment nous aider pour qu'on atteigne vraiment une sensibilisation de masse critique
Donc, il faut qu'on atteigne un seuil critique pour que le moment venu, quand on va dire que non, on a gagné, et si véritablement ils ont voté pour le candidat, ça constitue vraiment une conscience collective. Mais si on n'a pas mené ce travail de fond, en réalité, il ne faut pas briser. Il faut qu'on atteigne une sensibilisation critique. Et là, ça donnera vraiment de l'espoir. Et dès lors que le président va dire que non, en réalité, on a gagné ces élections et qu'on a des éléments de preuve, mais s'il proclame ainsi, tant bien qu'à chaque fois quand il passe, il dit que non, moi, je vais défendre et vous, je vous le dirai. Lui, il a même dit que le même jour, dès lors qu'il aura tous les résultats à son niveau, parce qu'il y a des choses que je ne peux pas vous dévoiler. Il y a des informaticiens qui sont là assis les 12, le soir, on compile les résultats, on comptabilise et on aura les résultats de le 12. Du moins, d'ici le 13, on aura les résultats. Et c'est ces résultats-là que nous, on attend dans Elecam, qu'ils nous disent. S'ils nous disent non le contraire, on va dire que non, écoutez, on a tous les éléments de preuve à notre niveau. Ce n'est pas ce que vous dites. Mais il faut donc ça, professeur. Moi, on attend vraiment, on vous tend les trucs là, la main, à la diaspora, aux militants du MRC, FCC, on vous tend les mains. Vraiment, ça peut vraiment nous aider. C'est ce que moi, je peux, comment dirais-je, donner comme mot de fin. Merci, professeur. Alors, sur ce, on arrive à la fin de ce programme. On a écouté le docteur Sanda Ebri, membre du FNC, parti dont le président, M. Issa Chiroma, est candidat à la présidence de la République du Cameroun. Et il y a une dynamique positive qui est palpable, qu'on voit. Voilà, et on espère qu'il va continuer dans cette même dynamique et que pendant les 2 semaines que dureront cette campagne électorale réelle, avec un programme qui devrait être déroulé, parce que là, aujourd'hui, on n'a pas parlé vraiment du programme de votre parti, mais il y aura l'occasion de rentrer dans le vif du sujet, de parler du programme, parce que moi, je pense sur le principe qu'il ne sert à rien de parler d'un programme si on n'a pas les moyens de pouvoir gagner une élection. Il faut qu'on ait les moyens de pouvoir gagner une élection pour d'ailleurs aller convaincre des gens que oui, nous avons le meilleur programme, donc votez-nous. Mais pour ça, il faut d'abord que les conditions d'éligibilité soient remplies. Une fois que on aura donné les garanties suffisantes, que non seulement on a la masse critique pour aller voter, on a la masse critique pour aller défendre le vote, et on a les conditions remplies pour revendiquer notre résultat. Une fois que on a rempli ces préalables, on va discuter programme. On va discuter programme. On pourra confronter les programmes et savoir si on a un bon programme ou alors si on peut même l'améliorer. Mais le vrai programme au Cameroun aujourd'hui, moi, je pensais que le seul vrai programme, c'est ce que je fais pour chasser Paul Biya. C'est ça le vrai programme. Parce que quel que soit, vous prenez tous les programmes de ces partis-là, si vous les analysez sur le plan de un programme, ça ne reste qu'un programme. Après, il faut l'appliquer. Parce que même le LDP, c'est un bon programme, mais un programme qu'il est incapable d'appliquer. Et c'est finalement au pied du mur qu'on juge un maçon. Mais en attendant, il n'y a qu'un seul programme, pour moi, pragmatique, logique, utile au Cameroun aujourd'hui. C'est je peux chasser Paul Biya. Voici les mécanismes par lesquels Paul Biya ne va plus rester étourdi après le 12 octobre. C'est ça le vrai programme. Quel est donc le candidat qui présente ce programme-là? Celui d'assurer que, un,
il a l'électorat. Il peut galvaniser les gens pour aller voter, pour surveiller le vote et pour revendiquer, contester demain dans la rue ou ailleurs, mais contester à effet d'amener le Conseil constitutionnel à se dédire. Contester à effet d'obliger les puissances occidentales qui ont quand même leur mot à dire dans l'élection camerounaise à changer de braquet. Contester à effet de mobiliser le maximum de la population camerounaise. Ça, pour moi, c'est le meilleur programme. Et je vais observer les uns les autres et rapidement, je donnerai aussi mon point de vue et ma petite consigne de vote avec une implication au-delà juste de la consigne de vote, mais une implication logistique. Parce qu'en fait, c'est le Cameroun qui va gagner ou qui va perdre à l'issue de cette élection. Donc, une fois de plus, Dr Sanda, merci. Mais on va terminer en vous parlant d'un livre qui sort bientôt, un livre dont la dédicace est prévue le 30 septembre 2025 à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Bonadi-Bonadouala, un livre intitulé Les mots des mots de la politique africaine en 237 proverbes et expressions. C'est le livre écrit par le journaliste et écrivain Rodrigue Chokodieu, qui a compilé plus de 237, plus de 300 expressions qui traduisent en fait la réalité politique au Cameroun. Et il y a des expressions du genre « je veux voir mes enfants grandir ». C'est quoi « je veux voir mes enfants grandir » ou « on va faire comment ». Ce genre d'expressions qui en fait sont les mots M-A-U-X de la politique au Cameroun et en Afrique, qui font que Paul Biya est capable de vous dire ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Donc, ce livre-là, qui est vraiment un livre à la portée de tout le monde, facile à lire, digeste, parce que chacun va se retrouver dans plusieurs expressions dans ce livre et comprendre pourquoi la politique en Afrique reste préhistorique. Pourquoi les dictateurs africains se pérennisent au pouvoir. Mais ils se pérennisent parce que le peuple africain ne veut pas prendre son destin en main. À quelques exceptions près, mais quand on regarde par exemple l'Afrique centrale, l'Afrique bantoue, l'Afrique ex-colonie de la France, on se rend compte que nous avons à peu près les mêmes tares. Moi, j'ai discuté dernièrement avec un de mes patients togolais qui m'a expliqué ce qui se passe au Togo, mais j'ai eu l'impression que j'étais au Cameroun. C'est exactement ce que Faure Gnassingbé fait au Togo, mais c'est le copier-coller de ce que Paul Biya fait ici. Voilà. Avec une population qui est finalement défaitiste, qui se contente de manger. Ce monsieur-là m'expliquait comment il y a des peuples au Togo, des populations qui par jour ont un repas. Et quel repas? C'est un petit bout de pain avec l'eau pimentée. Et voilà. Et donc, vous retrouvez donc dans ce livre-là la réalité camerounaise. Donc, je vous dis, c'est un livre dont la dédicace est le mardi 30 septembre. L'auteur, c'est Rodrigue Chokodieu. Et puis, la note de lecture sera faite par le professeur Ambroise Buison et Somba. Et le modérateur sera Duval Fangwa de Radio Equinox. Et le responsable éditeur, c'est Dr Walignani Joseph. Et je tiens à vous rappeler que ce livre a été édité. Donc, les éditions de ce livre-là, c'est édition AB. Et derrière AB, c'est Aimé Boni. Donc, je suis un peu aussi dans aujourd'hui la promotion du livre, de la lecture au Cameroun en Afrique, multitâche, parce qu'il faut faire avancer l'éducation. Et voilà. Donc, j'encourage les gens
Bientôt, ce livre sera sur Amazon. Les gens pourront l'acheter via Amazon et autres. Et donc, voilà, ça fait partie de nos combats pour le changement positif au Cameroun et en Afrique. Je vous dis une fois de plus, merci d'avoir été là. Merci à tout le monde. Et on va te dire à très bientôt. Reste en bas, on ne pas encore.